Donc, bienvenue tout le monde à cet autre cours d'INF, programmation en Python. Aujourd'hui, on va travailler sur les listes et les tuples. Donc, on va aller regarder comment regrouper plusieurs informations pour être capable de construire des programmes avec un amalgame de données. Ici, il y avait une dernière question, ou enfin un commentaire de Ouda qui a dit que tu n'as aucune idée de tes lacunes si tu n'as pas de correction. Bien, ici, le principe, c'est que tu peux t'auto-évaluer avec tous les exercices que tu fais à chaque semaine. Comme j'avais dit, les différents exercices sont supposés être faisables de manière individuelle, donc sans avoir accès directement aux solutions. Donc, tu peux toi-même évaluer les solutions, puis regarder qu'est-ce qui se passe. À partir de là, l'évaluation du travail pratique puis l'évaluation de l'examen se font sur différents types de corrections, différentes grilles de correction. Fait que d'avoir la correction de l'examen ne peut pas non plus t'aider à savoir comment c'est plus ou moins corrigé. Parce que la correction de l'examen se fait d'une manière beaucoup plus granuleuse, beaucoup plus spécifique par rapport à qu'est-ce qu'il y a dans la question, plutôt que le travail pratique, lui, va juste regarder la fonctionnalité elle-même. Fait que, encore une fois, la correction du TP ne t'aiderait pas dans qu'est-ce que tu peux faire pour l'examen. Ça t'aide dans la pratique de la chose, mais pas de manière à savoir qu'est-ce qui se passe ou pas si tu n'as pas réussi à faire marcher les choses. Donc, le principe de liste me permet de faire des collections d'informations. Donc, jusqu'à présent, on avait travaillé où c'est qu'on a différentes variables, puis les différentes variables sont capables de sauvegarder une information à la fois à l'intérieur. Donc, que ce soit une entité numérique, que ce soit une chaîne de caractères, toutes ces informations-là sont capables d'être sauvegardées à l'intérieur de différentes variables. La problématique ici ressort quand on a plusieurs variables à sauvegarder. Fait que quand je veux, mettons, trouver la moyenne de la classe, il faudrait que je me crée un programme qui a à l'intérieur une cinquantaine de variables pour être capable de gérer ça. Bon, d'écrire, OK, étudiant 1 est égal à temps, étudiant 2 est égal à temps, étudiant 3 est égal à temps. Déjà là, c'est assez long. On peut comprendre que ça peut devenir rapidement problématique. Puis, si j'ai plusieurs groupes, ben, il faudrait que je me crée un programme qui a le bon nombre d'étudiants pour chacun des groupes. Donc, quand j'ai un problème qui a une multiplicité de données, je ne peux pas directement utiliser des variables simples comme on l'a fait auparavant. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle des collections d'informations. Donc, on va voir aujourd'hui deux types de collections, les listes et les tuples, qui vont nous permettre de regrouper plusieurs valeurs sous un seul identificateur. Donc, le principe ici, c'est qu'on va avoir un tableau d'informations. Donc, le principe des listes, c'est que je vais regrouper les informations dans des espèces de cases, comme genre sur Excel. Puis, pour être capable de me retrouver dans les différentes cases, je vais utiliser un indice pour être capable de dire, ben, je veux aller à la 3e case, je veux aller à la 5e case de cette liste-là pour être capable de retrouver l'information voulue. Donc, on va commencer en regardant comment est-ce que je fais pour créer une liste. Donc, les listes utilisent les crochets carrés pour indiquer que, hey, ceci est une liste, les éléments que je suis en train de décrire là-dedans, ça a rapport à une liste. Tout ce qui a rapport à une liste vient avec les crochets carrés. Fait que le principe fondamental, c'est que je peux déclarer une liste avec les crochets carrés, puis je peux mettre les différentes valeurs à l'intérieur, délimitées par une virgule. Après ça, si j'imprime cette liste-là, je peux voir que ça affiche le résultat de la liste à l'intérieur. Donc, on a ici le print list, on a la liste qui est ici. OK, je peux voir que c'est bien une liste qui a été créée. À partir de là, il y a différentes manières de créer des listes.
Donc, on peut premièrement avoir des listes de différents types de valeurs. Donc, c'est pas obligé de juste être des valeurs numériques. Ça peut être des valeurs textuelles. On peut même avoir à l'intérieur de la même liste différents types d'informations. Donc, à l'intérieur, on a le liste... Oh, il manque un égal ici, là. Puis, on peut travailler à partir de là. Donc, on va mettre l'écran un petit peu plus grand pour quelqu'un à l'intérieur, comme ça. Donc, on a ici des listes mixtes. On peut aussi avoir des répétitions à l'intérieur. Donc, ici, je peux... On va tasser ça un petit peu. Donc, liste répétée. Si j'ai une multiplication après la liste, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre les différents éléments, puis il va les copier plusieurs fois. Fait que si je regarde ici, la liste qui est générée par ça, c'est 1, 2 une première fois, 1, 2 une deuxième fois, puis 1, 2 une troisième fois. Donc, 3 répétitions de ma liste. On va se donner un petit peu de place comme ça. Ouais, ok. Excellent. Donc, on est capable de créer des listes de différentes manières. À partir de là, comment je fais pour aller chercher une information dans la liste? Donc ici, j'ai ma liste de départ. Comment je fais pour aller chercher cette valeur-là? Ou comment je fais pour aller chercher cette valeur-là? Donc, pour être capable d'accéder aux éléments de la liste, je vais utiliser encore une fois les crochets carrés. Donc, les crochets carrés vont me permettre d'aller chercher un indice spécifique de la liste. Donc, j'ai déclaré ma liste. Il y a 4 éléments à l'intérieur. Je veux aller chercher un élément à l'intérieur. J'utilise les crochets carrés. Puis, je mets un indice à l'intérieur de cette affaire-là. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce que ça nous donne, cet élément-là. Donc, on a déclaré notre liste. Je veux être capable d'aller chercher un élément à l'intérieur de la liste. Ça me donne 8. Là, ici, c'est un peu weird. OK? Parce que 8, il est là. Si je compte, là, c'est le 3e dans la liste. Mais ici, j'ai mis 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, dans les listes, puis en fait en informatique en général, un peu pour se péter les bretelles, puis un peu pour des raisons plus techniques réelles, là, la majorité des choses qui doivent être comptabilisées, la majorité des choses qui doivent être comptées, vont être comptées à partir de 0. Ce que ça veut dire, ça, c'est que quand je commence puis je débute ma liste, le premier élément, il est à l'indice 0. Il n'est pas à l'indice 1. Fait que ça, ici, il faut faire vraiment attention à ça pour ne pas dépasser le maximum possible. Parce que si j'essaye d'aller chercher l'indice 3, ben là, ça veut dire que c'est le dernier. Hein, mon dernier élément est à l'indice 3. Puis, si j'essaye d'aller un niveau plus haut, ben il va essayer d'aller chercher quelque part à l'extérieur de mon tableau. Puis on peut voir ici, le list index, il est out of range. Fait que si je veux commencer, je vais aller chercher le premier, ça va être 0. Ça va me donner mon 3. Puis si je vais aller chercher le 4, comme Amir le mentionne, ça va effectivement être le 1. Fait que faut faire attention quand on travaille avec des listes, quand on veut accéder aux différents éléments, il faut utiliser un indice entre crochets carrés, mais que l'indice débute à 0. Parfait. Qu'est-ce qui arrive si je veux modifier des informations dans la liste? Donc ici, j'imprime ma liste au complet, j'ai tous mes éléments. Je peux utiliser mon accesseur avec l'indice comme élément dans lequel je veux assigner quelque chose. Fait que ça veut dire que je peux écrire quelque chose comme ça.
Puis ce que ça va faire, c'est que ça va prendre la valeur 10, puis ça va l'assigner à l'intérieur de mon tableau à l'indice 3. Ici, il y a Charles qui demande si l'enregistrement est en cours. Oui, je confirme, l'enregistrement est en cours. Je peux le voir avancer dans son timeline. Fait que on est bon. Donc, ici, quand... En fait, vous devriez être capable de voir les bordures rouges. Non, je ne sais pas s'il y a des bordures. Comme je disais, on veut assigner un élément. On utilise la même syntaxe que pour accéder. Puis, je peux voir que le 10 que j'ai assigné ici se retrouve dans mon tableau à cet emplacement-là. Là, qu'est-ce qui est vraiment intéressant de mentionner, c'est que l'indice que j'utilise quand j'essaie d'accéder à une case ou quand j'essaie de me positionner, c'est une expression qui va là. Donc, le mot-clé expression, ça nous disait beaucoup d'informations. Et ici, il y a une question très pertinente de Nancy qui dit qu'est-ce qui arrive là avec le 2? Est-ce que cette valeur-là est juste écrasée? Effectivement, cette valeur-là est écrasée, elle est perdue pour toujours. Allez directement en prison, ne passez pas par Go, ne réclamez pas 200$, ok? Il n'y a rien qui peut faire en sorte d'aller rechercher cette affaire-là. Donc, faire attention ici avec nos structures de données. Quand on commence à les modifier, okay, on peut facilement écraser des choses qu'on ne veut pas. Donc, je disais, notre indice, okay, notre liste de 3, il est représenté par une expression. Donc, on avait le principe d'expression qui nous disait n'importe quoi qui va ultimement nous donner une réponse, ça peut être utilisé à un endroit où c'est que j'utilise une expression. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la place d'écrire 3, je peux écrire 1 plus 2, puis ça va me donner la même réponse. OK? Faire en sorte que ça devient 1 plus 1, ça devient la case précédente. Puis, si je décide d'avoir une variable à la place, OK? Oups, il faudrait que je mette i pour bien démontrer ce que je suis en train de dire. Donc, je peux même utiliser une variable à la place, puis ça va me permettre d'aller chercher l'information, OK, à la bonne case. Donc, la capacité d'utiliser un indice, puis que comme indice, j'utilise une expression, est extrêmement versatile. Okay? Ça me permet de faire vraiment beaucoup de choses avec les listes. Fait qu'on est capable de créer des listes à ce point-ci, puis on est capable d'aller chercher et de modifier les éléments à l'intérieur de la liste avec les crochets carrés. Parfait, petit exercice, on vous laisse faire ça. On a vu tantôt que si j'essaye d'aller chercher un élément qui n'existe pas, ça me donne une erreur. Même principe, si j'essaye d'assigner à une case qui n'existe pas, ça va aussi me donner une erreur. Donc, par défaut, il faut faire attention à où je suis rendu dans ma liste, il y a combien d'éléments, mais ces listes-là ne sont pas immuables. Okay? On peut modifier les listes, c'est juste qu'il faut utiliser la bonne méthode. Donc, pour être capable de modifier des listes et être capable de créer des nouvelles listes à partir d'autres, on a différentes manières de faire. Regardons, c'est quoi les différentes manières de faire pour modifier ou créer des listes à partir d'autres. Fait que la première chose puis la plus importante là, pour modifier des listes, ça va être de travailler avec la méthode append. Ici, juste avant ça, Nancy demande est-ce que le I2, ça recherche la variable à la position de... Oui, c'est exactement ça. Donc ici, tu t'es trompé d'une lettre à plusieurs mots, mais je pense que j'ai réussi à décortiquer ça. Donc, quand on était ça ici, ça faisait en sorte que on allait chercher le I, ça allait prendre donc le 2. Puis, à la position 2, on a bien eu le 10. Tant que j'ai réussi à répondre à la question, moi, je suis content. Fait que, là, le principe, c'est, OK, j'ai ça, je veux être capable de rajouter un élément à cette liste-là. Donc, je peux utiliser la méthode append.
Donc, une méthode, c'est quelque chose qui est rattaché à ce qu'on appelle un objet. Puis on va voir ça bien plus tard, tout ce que ça implique, puis tous les mécanismes derrière. Pour l'instant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de méthode, ça part de l'élément. Donc, il faut que je commence en marquant liste. Puis après ça, j'utilise le point. Puis après ça, j'ai le nom de la méthode. Fait que ici, je peux utiliser la méthode append qui me permet de rajouter une nouvelle valeur à la fin de la liste. Ici, pendant que je suis en train de l'écrire, on peut voir ici que la documentation automatique de Replit me dit en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça ajoute append un objet quelconque à la fin de la liste. Fait que quand j'essaye ça, je peux voir que mon tableau initial est encore là avec ma modification que j'ai insérée. Puis après ça, j'ai dit rajoute à cette liste-là la valeur 99. Puis je peux voir qu'il rajoute la valeur 99 à la fin sans problème. Parfait. On est aussi capable de créer des listes à partir de d'autres listes. Fait que on va y aller avec quelque chose comme ça. Puis si je dis liste plus X, donc quand j'ai une addition, puis qu'à cette addition-là, j'ai des deux opérandes qui sont des listes. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va créer une nouvelle liste qui va être ce qu'on appelle la concaténation. Donc, concaténation, c'est un mot fancy pour dire je colle deux affaires ensemble. Donc, je prends mes deux tableaux, je les colle ensemble, puis ça devient mon nouveau tableau. Cette affaire-là, je peux le faire de différentes manières. Je peux même avoir le même tableau plusieurs fois. OK? Donc, ça me colle le 1, 2, 3 du début. Après ça, ça me colle mon tableau du milieu, ma liste. Puis après ça, ça me recolle mon tableau de la fin, le X, OK? Avec le 1, 2, 3 à l'arrière de ça. Donc, on a l'opérateur de concaténation qui est le plus, qui me permet de coller des tableaux ensemble. Puis ces tableaux-là, c'est des nouveaux tableaux qui sont créés, fait que je pourrais l'assigner à une nouvelle variable, commencer à travailler avec, et ainsi de suite. Parfait. Dernière chose importante, si je veux détruire une information dans un tableau. Donc, on va revenir ici. Donc, Tierno demande, le append permet d'ajouter un nombre à la fin de la liste. Exactement. Donc, le append, son but, c'est de prendre une liste déjà existante puis de rajouter un élément à la fin. Donc, là, je veux faire l'inverse d'ajouter un élément. Je veux en détruire un. Donc, à partir de là, on regarde, puis on a la commande del pour delete, pour supprimer. Puis, ça va me prendre un élément d'une liste. Ici, mettons, je décide de détruire l'élément 1 de ma liste. Fait que, ici, si je regarde, j'ai ma liste, okay, j'ajoute 99, je regarde, ça me donne ça comme on print, je délite liste 1. Fait que, demandez-vous, de manière personnelle, quel élément va être délité dans ce moment-là, puis quelle sera la nouvelle version du tableau. Ici, il y a une question qui demande, est-ce que je peux utiliser append avec plusieurs éléments à l'intérieur? La meilleure méthode pour faire ça, ça va être d'utiliser en fait une concaténation à la place. Donc, le append, il est capable de échanger ça, mais il y a d'autres éléments qui vont être mieux faits pour travailler avec ça. Donc, append est vraiment fait pour ajouter un objet à la fois. Il existe d'autres méthodes des listes, okay, parce que si on regarde là, Python list methods. Okay, il y en a un paquet d'éléments, de méthodes possibles. Okay, donc, dépendamment de ce que tu as besoin de faire, on a une multiplicité de méthodes possibles. La append, c'est ça qu'on va utiliser le plus. Mais si tu regardes, il y a extend
qui pourrait être capable de rajouter une série d'éléments dans une liste. OK? Mais ici, moi, je veux vraiment qu'on juste commence avec le append. Ça va être bien en masse. Quand on va voir le sort tantôt, on va en voir quelques-unes tantôt, là, mais le principe, c'est qu'il y a plusieurs méthodes possibles. Append, c'est juste une parmi tant d'autres. Fait qu'on revenait ici à notre delete. On s'est donné le temps de penser à ça. Fait qu'on va aller regarder le résultat de la liste après notre append. Après notre delete, pardon. Donc, si j'avais le liste 1, ça allait regarder puis déliter l'élément à la position à l'indice 1. On sait qu'on commence à 0, fait que l'indice 1, c'est celui-ci. Okay, donc, c'était la valeur 4 dans mon tableau. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une liste commence toujours à 0 et n'a pas le choix d'avoir une série continue d'indices. Fait que j'ai pas le choix, quand je délite la case 1, de comme remplir la case 1 avec ce qui était dans la case 2, puis de comme tasser toutes mes cases d'un indice pour avoir un tableau continu. OK? Donc ici, quand je délite le 4, ça me donne ce tableau-là. Et donc, si je me fais un dernier print avec liste 1, maintenant, c'est quoi? Ben, maintenant, le liste 1, c'est la valeur qui est à la deuxième case, à l'indice 1. C'est donc le 10. Parfait. Fait qu'on est capable de travailler avec des listes, on est capable de les modifier, on est capable d'ajouter des éléments, on est capable de supprimer des éléments, puis on est capable de coller différentes listes ensemble pour créer une mégaliste. En tout cas, une liste concaténée, en fait, ce qui est le terme approprié pour la chose. La majorité du temps, qu'est-ce qui va se passer quand on travaille avec une liste? C'est d'être capable d'aller travailler avec chacun des éléments à l'intérieur, puis d'être capable de faire quelque chose avec, okay? De trouver la moyenne, de trouver le maximum, de trouver quelque chose à travers les différentes valeurs de ma liste. Fait que pour être capable de faire ça, il faut que je sois capable de parcourir les différents éléments pour utiliser chacune des valeurs de la liste. Fait que pour être capable de faire ça, on va utiliser la boucle for avec l'opérateur in. Donc le in me permet de trouver toutes les valeurs d'une liste par défaut. Nous autres, on l'utilisait avec range au début, puis range en fait nous crée un itérateur qui ressemble à une liste, là, mais me crée un élément qui était ensuite utilisé comme une liste. Fait que quand je veux parcourir mes affaires dans ma boucle, OK. Donc, j'ai ma book for, j'ai l'élément que je veux parcourir, puis après ça, j'ai un nom de variable qui va recevoir chacune des valeurs tour à tour de la liste. Fait qu'ici, j'ai marqué EL parce que c'est un diminutif de element en anglais, là, c'est une convention, mais j'aurais très bien pu utiliser X, j'aurais très bien pu utiliser banane, okay, tant que j'aurais marqué banane ici, mais banane là, ça aurait été banane-tastique. Fait que si j'exécute ça, je peux voir que la boucle s'est exécutée 4 fois. Il y a eu 4 itérations de la boucle. Puis, à chaque itération, ça l'a affiché la prochaine valeur dans la liste que j'ai envoyée. Fait que ici, le principe d'être capable de travailler avec des boucles, puis d'être capable de travailler avec des boucles puis des listes, c'est un élément fondamental en programmation. Donc, cette structure-là, c'est utilisé dans plus que la moitié des fonctions qu'on va faire en programmation. Parce que la majorité du temps, on veut traiter des problèmes de nature numérique. Ces problèmes de nature numérique-là vont avoir un paquet d'informations. Fait qu'habituellement, ce paquet d'informations-là va venir en collection d'informations, que ce soit des listes ou les autres structures de données qu'on va voir un petit peu plus tard. Mais le principe, c'est qu'il faut être capable de parcourir ces différentes structures d'informations-là, aller voir chacune des informations, puis commencer à être capable de faire des calculs pour être capable de travailler avec ça. Donc, ici, on va aussi regarder un principe très important d'accumulation.
Donc, on avait vu ce principe-là dans les fonctions que vous avez faites de factoriel ou de somme d'une série de nombres. Ben, ici, on peut prendre le même principe, mais l'appliquer à quand je parcours les éléments d'une liste. Fait qu'ici, on peut essayer de faire, admettons, des petites fonctions simples où je vais retrouver, admettons, la somme de cette liste-là. Donc, la somme de cette liste-là, comment je fais pour être capable de trouver c'est quoi? Bien, premièrement, je vais me créer une petite variable, somme, que je commence à 0. Puis le principe ici, c'est qu'il faut que je parcours chacun des éléments, puis que j'additionne cette valeur-là à l'intérieur de ma somme. Fait que comment est-ce que je vais faire ça? Bien, à l'intérieur de ma boucle, je vais utiliser ce qu'on appelle une accumulation. Fait que je vais dire ma somme, c'est ma somme du dernier coup plus l'élément. Fait que le principe ici, c'est si je regarde comment ça va se passer à l'intérieur. Donc ici, j'ai une boucle qui va parcourir tous les éléments de la liste. Pour chaque élément, ça va me dire c'est quoi l'élément et la somme à ce moment-là. Puis ça va ajouter l'élément à ma somme. Puis à la fin, on fait un dernier print somme pour voir de quoi ça a l'air. Fait que si je regarde ici, je peux voir que à ma première itération, la première fois que je passe par ici, je peux voir que dans EL, dans mon élément, il y a la valeur 3, ce qui est normal. Puis la première fois que je rentre dans ma boucle, ma somme est à 0, parce que j'ai encore rien additionné dedans. Fait qu'est-ce qui va se passer après ça? Je vais prendre ma somme courante. Donc ici, j'ai le droit d'écrire ça, là, parce que quand je fais une assignation, la partie de droite est calculée, puis le résultat est assigné à gauche, dans cet ordre-là. Fait que ça fait en sorte qu'à ce moment-là, c'est 0 plus mon 3. Fait que ça fait en sorte que ma nouvelle somme devient 3 à ce moment-là. OK? Fait que à ce moment-là, ma somme est 3. Puis en fait, je peux le voir parce que quand je reviens à ma boucle, à ma deuxième itération de ma boucle, ma somme est rendue à 3. Ben à ce moment-là, à ma deuxième itération, le EL a changé aussi, puis c'est devenu 4. OK, ça a pris le prochain élément dans la liste. Fait que quand je vais faire somme plus EL, ben lui, il va faire 3 plus 4. OK? Ça me donne 7. Puis c'est cette valeur 7-là qui va devenir ma nouvelle somme. Je refais une autre itération de la boucle. À ce moment-là, ben, ma somme, c'est effectivement 7. On vient tout juste de calculer. Puis mon élément, ben, on est rendu au 8. Fait que ça fait en sorte que ça fait 7 plus 8. Ça me donne 15 dans ma nouvelle somme. Je recommence ma boucle. Je réaffiche ma somme, c'est bien 15. Puis mon élément courant, c'est 2. Fait que ça va prendre ces deux éléments-là. Ça va les additionner ensemble. Puis au final, ça va me donner le 17. Ici, Amir demande qu'est-ce que ça donne si je change la somme initiale à 1. Fait que la vraie question ici, c'est qu'est-ce que toi tu penses que ça va donner? Ou qu'est-ce que vous pensez que ça va donner si on modifie la somme initiale? Même affaire, mais le L commence par 4. Ici, c'est la somme qu'on change, pas les éléments. Ça va donner genre comme 1. J'ai perdu ta voix, je ne sais pas si c'est moi qui lag. 8, 16 et 18. Okay. Exact. Est-ce que vous m'entendiez? Oui, maintenant oui. C'est une initialisation de A. C'est bon. Tout va bien. C'est bien 18 en fait qui va arriver à la fin, si on le teste. Fait qu'on peut voir qu'à la place de commencer la somme à 0, la somme a commencé à 1. Fait que c'est comme si j'avais pré-incrémenté ma somme de 1 initialement. Donc, c'est normal que la somme finale est décalée de 1 additionnel par rapport à ce que j'ai écrit ici. OK? C'est pour ça qu'on met notre somme à 0 pour dire ce qui se passe avec ça.
Fait que ce principe-là d'accumulation, vous allez voir, ça revient très souvent. OK? Parfait, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Dernière chose, parfois c'est intéressant de savoir il y a combien d'éléments dans la liste. Donc pour savoir le nombre d'éléments de la liste, on peut utiliser la fonction len, L-E-N, qui est en fait un diminutif de length, hein, qui est longueur en anglais. Donc si je fais le len de ma liste, je peux voir que j'ai 4 éléments dans ma liste. Puis en passant, len marche hein, sur n'importe quel tableau, pas juste qui sont dans les parenthèses. Donc je peux créer un tableau instantané de 3 valeurs. Puis un deuxième length de ce tableau-là va me donner 3 parce qu'il y a 3 éléments à l'intérieur de mon tableau. Hein, la valeur à l'intérieur n'a aucune incidence, là, okay, parce qu'il y a juste 3 éléments à l'intérieur de ma liste. Autre élément qui va revenir souvent, c'est le principe de découpage de listes. En anglais, ils appellent ça le list slicing. Donc, le découpage de liste, ça va me permettre d'aller chercher une sous-liste de ma liste initiale. Donc, on va se donner un autre petit exemple. Excellent. Donc, j'ai une première liste ici. Puis, on va tester ça. Fait que si j'essaye ça ici, pour voir qu'est-ce que ça implique. Fait que si je regarde ici, j'ai la syntaxe du découpage de liste. Donc, c'est comme si j'allais chercher un élément. Hein, donc, j'utilise les brackets carrés. Mais à la place des brackets carrés, j'utilise okay, deux valeurs avec un 2 points entre les deux. Comment est-ce que ça marche? Ben, la première valeur va dire où c'est que je commence mon découpage. Fait que si je regarde ici, j'ai le 2. L'indice 2 qui est où là, dans ma liste? On se souvient, les indices, ça commence à 0 dans des listes. Fait que ça, c'est mon indice 0. Ça, c'est mon indice 1. Ça, c'est mon indice 2. Donc, mon indice 2 est le début de mon découpage. Là, ici, il faut faire attention parce que c'est cette autre partie-là qui porte grandement en confusion, surtout quand on est débutant. Le deuxième, fait qu'on a le 2 points. Puis là, ça me dit l'indice de fin, mais de manière exclue. Ça veut dire que je ne vais pas prendre cette valeur-là. Fait que si je regarde ici, le quatrième indice, c'est 0, 1, 2, 3, 4. Mais celui-là, je ne le prends pas. Okay? Il est exclu quand je regarde la fin. Fait qu'il va prendre de ici jusqu'à avant le E. Fait que 2, 4 va me donner CD. Puis on peut voir ici le print de CD qui est disponible. OK? Fait que si on essaye ça, puis je vous dis 1, 5, ça me donnerait quoi comme liste dans mid une fois qu'on l'a fait? On se donne quelques instants, je prends une petite sip, puis on regarde ça. B, C, D, E. Voyons voir. Donc, il y a du monde qui se sont lancés. Hop. B, C, D, E est effectivement la bonne réponse. Donc, ici, il faut faire attention dans le découpage. On va aller chercher
toutes les valeurs entre les deux. Hein? Donc ici, on dit à partir de l'indice 1, donc à partir de 0, 1, à partir de B, jusqu'à l'indice 5, fait que ça c'était 1, 2, 3, 4, 5, mais en excluant cette valeur-là. OK? Donc, autre question, qu'est-ce que j'écris si je veux avoir le résultat suivant? OK, fait que je veux avoir le résultat suivant, je vais avoir le EF, puis je me demande qu'est-ce que j'écris pour être capable d'avoir ça. On met un del. Ben ici, on n'a pas besoin de rien déliter, parce qu'on veut garder notre liste intacte, on veut juste aller chercher les deux derniers à la fin. Fait que, qu'est-ce qu'on va essayer? Ouais, qu'est-ce qu'on va... Ben ici, si mettons, on essaye 4, 5. 4, 5, ça me donne juste E. Le 4 est bon, parce qu'on dit 0, 1, 2, 3, 4. Mais quand je vais aller chercher le dernier, hein, il faut que j'aille chercher assez loin pour que ça soit comme le plus 1 exclu. Fait qu'en fait, ici, exclu. C'est le... Oups, je suis pas capable d'écrire sur mon clavier. 4, 6 va me donner la bonne chose. En fait, ici, le principe, c'est que la fin, pour que ça sélectionne jusqu'au dernier élément, on veut que ça soit en fait le résultat de length. Hein? Donc, le résultat de length en ce moment, ça nous donne le nombre de cases length. Donc, il y a combien de cases dans cette affaire-là? Il y en a 6. OK, c'est pour ça que c'est décalé de 1. C'est pour que ça marche avec le len. Puis on voit ici que ça me donne encore le même résultat. Ça arrive souvent, puis il y a du monde perspicace qui ont décidé de lire un petit peu plus loin dans l'énoncé de travail. Puis on peut voir ici que EF, on peut l'avoir avec 4 2 points. Donc ici, on a la possibilité de ne pas écrire le résultat final. OK? Donc, si je omets le résultat final, c'est la même chose que si j'avais mis le length de la liste. OK? Donc, ça va aller chercher automatiquement jusqu'à la fin de la liste. En fait, inversement, si je ne mets pas la première des valeurs, ça va aller chercher automatiquement jusqu'au début de la liste. Donc ici, c'est comme si j'avais marqué 0. OK? Alright. Ça, c'est pas mal ça pour le découpage de liste. Parfait. Ici, il faut faire très attention quand on travaille avec les listes, parce que les listes sont passées par référence plutôt que par valeur. Donc, premièrement, on va se faire un petit exemple. Fait que j'ai un gentil petit exemple ici. J'ai une liste 2, 3, 4 à l'intérieur. Je dis, prends ce qu'il y a dans la liste 1, puis copie-le dans liste 2. OK? Fait que ici, dans liste 2, j'ai maintenant 2, 3, 4.
Fait que je dis dans ma première liste, va à la case 0, va à l'indice 0, hein, on sait que c'est la première, puis va mettre la valeur 100 dans ma première liste. Puis là, je dis, affiche-moi le contenu de ma deuxième liste. Fait que si on en parle, c'est parce que c'est weird. Fait que si je regarde ici, je n'ai jamais touché à ma deuxième liste depuis que je l'ai assignée. Mais on dirait que la modification que j'ai faite à la liste 1 s'est répercutée sur la liste 2. Shit. Donc ici, le principe, c'est que quand je crée une liste, puis que j'assigne cette liste-là dans une variable, la liste elle-même n'est pas directement rattachée à la variable. C'est une référence à la liste. Donc le principe ici, c'est comme de dire, OK, ben, liste 1 n'a pas un accès direct à cet élément-là, a un accès direct à la liste en mémoire qui s'appelle 2, 3, 4 dans ce cas-ci. Fait que quand j'ai ça ici, c'est la liste 1 qui dit « Hey, la référence va pointer aussi sur celle-là aussi. » Donc, ça veut dire que dans ma mémoire, là, okay, j'ai ma liste 2, 3, 4, puis j'ai ma variable liste 1 qui dit « C'est celle-là la liste 1 ». Mais là, quand je dis liste 2 est égale à liste 1, il fait juste pointer à la même place. Il ne va pas en copier une nouvelle. Fait que ça fait en sorte que j'ai deux variables qui pointent sur la même liste. Okay, donc, c'est comme avoir sur la même valeur deux étiquettes différentes. Que j'utilise liste 1 ou liste 2, ça me pointe vers les mêmes informations. Fait que si d'un bord, je modifie cette affaire-là, puis de l'autre bord, après ça, je vais regarder qu'est-ce qui se passe, ben, la modification que j'ai faite de ce bord-ci va quand même exister. OK? Donc, faire attention, parce que les listes sont des références par défaut. Donc, un autre effet de barre, okay, une autre affaire qu'il faut faire attention, c'est quand je commence à travailler avec des fonctions. Oh oui, ici. Excellent. C'est pas une vraie erreur, ça. Ah oui. J'ai eu une bulle. Je suis pas capable d'utiliser les crochets carrés. Ouh! Ok. Ici, ça va être X que j'envoie. Puis, je print X. Ici. Excellent. Fait que, si je regarde ça ici, là, qu'est-ce que ça va faire, cette affaire-là? Fait qu'ici, la question, c'est, j'ai une instruction ici, là, qui est bien weird. Puis, je me demande, qu'est-ce que ça va faire, cette instruction-là? Okay? Si faut que faut que je donne une description à ça. Là. Fait que je regarde, bon, je reçois une liste, ok? Dans la liste, je vais chercher une case de la liste, hein? Puis à cette case-là, je vais mettre 0. Là, la question, c'est à quelle case je vais aller mettre ça. Fait qu'ici, le numéro de la case, l'indice de la case, je dis que ça va être la taille de la liste moins 1. Ça va être la dernière. Exactement. Donc ici, cette instruction-là me permet de automatiquement sélectionner la dernière case de ma liste. OK? Juste avec la manière que j'ai écrit ici, c'est
cela, c'est donc indépendant de la vraie taille de la liste. Je n'ai pas besoin de savoir la taille de la liste. Puis ça va automatiquement mettre la dernière valeur à 0. Fait que voyons voir qu'est-ce qui se passe quand j'ai ce tableau-là. Okay, je vais l'afficher une première fois pour bien voir que c'est 3, 5, 6. Je vais appeler ma fonction de modification, puis je vais rafficher ce tableau-là. Je peux voir ici que même sans retour, la modification, puisqu'elle se fait par référence, va avoir un impact sur la liste. OK? Donc, il faut faire extrêmement attention. Quand on travaille avec des listes dans nos différentes fonctions, dans nos différentes variables, n'importe quelle modification va venir, OK, pas bousiller, là, mais modifier à long terme la liste. On n'a pas le principe de passage par valeur comme on a avec des variables normales. Alright. Je pense qu'on est pas pire pour l'instant. Je pense qu'on se mérite certainement une pause. Donc, on va prendre un gentil 10 minutes pour prendre un petit peu d'eau, prendre un petit peu d'air, être capable de travailler un petit peu. Puis on revient après ça pour continuer avec nos listes en Python. Donc, re-bienvenue. On est en train de parler sur les listes en Python, qui sont des collections de données. On venait tout juste de voir le passage par référence qui m'indiquait que quand je modifiais une liste, il fallait faire attention parce que cette modification-là allait rester même après un appel de fonction, même des liens entre les différentes variables qui pourraient être reliées à la même liste. On va aussi regarder un peu des différentes manières de travailler avec les listes. Donc, on a le code suivant qui me permet d'utiliser l'opérateur in d'une manière différente que la dernière fois. Donc, on a ici ce code-là. Donc, on a une liste de chaînes de caractères. Fait que le in peut être utilisé aussi comme élément de comparaison. Donc, on a vu les éléments de comparaison, le plus petit, le plus grand, le différent de, étaient capables d'être utilisés avec des conditionnels. Donc, je peux marquer if 5 plus grand que x, ça faisait quelque chose. Ben, le in me permet de faire une recherche dans la liste automatiquement. Donc, ici, j'ai un exemple qui va regarder deux éléments dans la liste, puis qui va me donner une réponse vrai ou faux. Est-ce que cet élément-là était dans cette liste-là? Donc, pour mon premier, je regarde, le hello est effectivement dans la liste, fait que ça s'exécute. Puis après ça, je teste, est-ce que au revoir est dans la liste quelque part? Non, elle n'est pas dans la liste, je ne suis pas capable de le trouver. Ici, il faut faire attention, si j'essaye, il faut que ce soit un match exact. OK? Donc, ça ne peut pas juste être une moitié de patente. Ça doit être un match exact pour être capable de travailler avec. Parfait. On va regarder, quand tantôt on parlait justement des différentes méthodes, on va être capable de modifier puis travailler sur des listes avec différentes méthodes. On avait vu le append, okay, qui est vraiment la partie la plus importante, qui permet d'ajouter des éléments, mais il y a une panoplie d'autres méthodes qui peuvent être utilisées sur les listes. Fait que on a ici, si mettons je reprends des valeurs. OK. Fait qu'on va regarder différentes méthodes qui peuvent être utiles. Fait qu'on va regarder, bon, le append, on le sait déjà. On a le index. Donc, le index me permet de retrouver l'indice, donc index en anglais, c'est index et indice, d'une valeur quelconque. Fait que ici, mettons, je cherche, OK, l'indice de la chose qui a une valeur de 10. Donc, si je regarde ici, il va
me retaper la liste, puis il va essayer de trouver celui-là qui a 10. Fait qu'il va dire, ah ben tiens, il y a un 10 là. Fait que tu es à l'indice 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4 plutôt. Donc, à l'indice numéro 4, hein, 0, 1, 2, 3, 4, j'ai retrouvé le 10. S'il y a plusieurs fois la valeur recherchée, fait qu'ici j'ai un exemple avec le 6. Qu'est-ce qui va arriver si j'ai plusieurs fois la valeur recherchée? Il va me retourner l'indice de la première occurrence de notre élément. Fait qu'ici, on a cet élément-là qui est disponible. On peut utiliser le insert. Okay? Donc, on a le append. Le append, ça rajoute à la fin de la liste. Mais qu'est-ce qui arrive si je ne veux pas ajouter à la fin de la liste? Hein? Je veux ajouter dans le milieu de la liste ou je veux ajouter au début de la liste. Ben, on va avoir le insert qui me permet d'avoir un objet et un indice qui va dire à quel endroit je veux ajouter cet élément-là. Fait que ici, si je veux rajouter 99 avant l'indice 1, et c'est l'inverse. C'est l'indice 1 de la valeur 99. Excellent. Donc, on a à l'indice 1, je veux mettre la valeur 99. Fait que lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'à l'indice 1, il va venir insérer le 99. Puis qu'est-ce qu'il va faire? Ça ne sera pas destructeur. Okay? Donc, contrairement à une assignation pure, ce qu'il va faire, c'est qu'il va décaler toutes les autres valeurs d'un coup par la droite. Fait qu'on peut voir ici le 6, 3, 6, 10. 6, 3, 6, 10, ouais, est encore là, mais a un indice additionnel à chaque élément. On a le sort qui est disponible. Donc, le sort, c'est pour être capable de trier la liste. Donc, le sort me permet de prendre la liste, la reshuffler, puis faire en sorte que les valeurs sont en ordre croissant. Si je veux supprimer un élément, mais que je ne sais pas nécessairement il est où, je peux utiliser le remove. Puis le remove va retrouver l'élément. OK? Donc ici qui était à l'indice 2, hein, 0, 1, 2. Et va le supprimer. OK? Fait que c'est un del, mais qui va chercher l'élément plus spécifiquement. On a finalement le reverse qui me permet d'inverser les différents éléments de la liste. Donc ici, faire attention, les méthodes, la majorité des méthodes, sauf le index, donc le append, le insert, le sort, le remove, le reverse, si je regarde ici, c'est toutes des méthodes qui se font directement sur la liste puis qui vont modifier la liste straight away. Il n'y a pas besoin d'avoir une assignation, on n'a pas besoin de copier l'élément. Ça modifie la liste initiale sur laquelle j'appelle cette affaire-là. Donc, faire attention, ça aussi, c'est une erreur qui peut arriver souvent. Pas obligé de l'assigner quelque part, c'est automatiquement modifié. On avait dit tantôt qu'on n'a pas de copie par valeur. Hein? On a des copies par référence par défaut. Qu'est-ce qui arrive si je veux être capable de faire une copie? Ben, maintenant, okay, on a la méthode copy aussi qui existe. Donc, j'ai un peu le même exemple que tantôt. Hein, j'ai le 1, 2, 3. Je mets ça dans X. Je copie, mais ici, j'utilise la méthode copy à la place de juste faire Y égale à X. Puis, ça change tout. Donc, maintenant, même si je modifie X, ça n'aura pas d'incidence sur Y quand je vais aller travailler avec. Donc, quand on travaille avec cette méthode-là, on est capable de copier puis d'être capable d'avoir une deuxième liste quelque part en mémoire que je peux modifier sans avoir à toucher la première. Fait que ça, c'est le principe de liste générale. Il nous reste deux concepts adjacents à aller travailler que vous allez souvent voir, mais
que ça arrive plus souvent qu'on en crée nous-mêmes. Fait que le premier, ça va être le principe de tuple. Donc, le principe de tuple, c'est la même chose que la liste. Ça fait pas mal toutes les affaires qu'une liste peut faire, mais contrairement à la liste, va devenir, en lecture seule, va devenir immuable après sa création. Ça veut dire que je ne peux pas faire de append, je ne peux pas aller modifier les valeurs à l'intérieur, je ne peux pas modifier la forme du tuple. Donc, le tuple, c'est le même principe que la liste, mais à la place d'être malléable, c'est fixe. Donc, si on se pose comme question pourquoi est-ce que je voudrais faire ça, il me semble que ça sonne comme une meilleure idée de juste être capable de modifier ça n'importe comment. Il y a deux raisons. Une, c'est pour la sécurité, donc quelque chose qui ne devrait pas être modifié. On va essayer de faire en sorte que c'est pas modifiable. Comme ça, on ne peut pas se tromper, on ne peut pas par mégarde effacer quelque chose ou par mégarde ajouter une information qui va casser mes différents algorithmes, mes différents mécanismes. Puis, la deuxième affaire, c'est qu'à un niveau de performance, les tuples sont beaucoup plus rapides. Donc, si je suis capable d'avoir une structure de données, une collection d'informations dans un tuple, à la place d'avoir une liste, je vais faire ça parce que mon programme va aller plus rapidement. Dernier sujet de la journée. Après ça, on va aller regarder les principes d'éléments. Donc ici, Béatrice demande, est-ce que je peux faire des inserts dans des tuples? Juste pour démontrer le principe. On peut voir ici. Il faudrait que je marque insert correctement. OK. Je ne peux pas faire des inserts sur des choses qui sont des tuples. OK. C'est impossible. Si on regarde ici, puis si on retourne par là, je sais pas, il devrait être proche. T'as pas de méthode. On a très peu de méthodes avec les tuples. OK. On peut compter le nombre, qui est la même chose que le length. Puis, on a... non, count, c'est un nombre d'occurrences d'une valeur. Puis, on a index qui est ici. Mais tout ce qui modifie, ça n'existe pas parce que les tuples sont non malléables. On est capable d'avoir des listes dans des listes. OK? Puis de faire un peu d'inception dans nos cours de programmation. Oui. Le count, c'est comme le genre d'SQL, ça donne le nombre d'éléments qui existent dans la liste ou dans le tuple. Le count. Ça va donner le nombre d'occurrences d'une valeur spécifique. C'est bon. Ici, j'ai un exemple pour le monde qui n'a pas catché aussi vite. J'ai cette liste-là. OK, donc 1, 3, 7, 8, voilà. Puis à l'intérieur, si je le run, ça va compter le nombre de fois que le 5 apparaît à l'intérieur. Je peux voir ici que ça me donne 2. Je suis content. Fait qu'on est capable d'avoir des listes dans des listes. Donc, j'ai un exemple ici. Fait que je peux voir ici que j'ai un délimiteur de liste. Puis, comme premier élément, j'ai une autre liste à l'intérieur. OK? Fait qu'en ce moment, j'ai une première liste de 2 éléments. Puis, à l'intérieur de chacun de ceux-là, j'ai une liste de 3 éléments. Fait que quand je vais aller chercher des informations dans une liste de listes, il va falloir que j'utilise 2 paires de crochets carrés, une après l'autre. Fait que le principe ici, c'est que la première paire de crochets va travailler sur le premier niveau de la liste. Donc, sélectionner soit celui-là, soit celui-là. Puis, une fois que je suis rentré dans cet élément-là, le deuxième élément va venir aller chercher à l'intérieur de la liste, c'est lequel qui se passe. Fait que si on regarde ici, on a le principe de 0,2, puis on peut avoir ici le 3, OK, qui va venir apparaître parce que j'ai été chercher la première valeur de ma grande liste. Donc, dans ma grande liste, j'avais 2 valeurs. J'ai été à l'indice 0, fait que c'était la première valeur, c'était celui-ci. Puis après ça, j'ai été chercher le deuxième,
Donc, à l'intérieur de celui-ci, j'étais à l'indice 2, donc 0, 1, 2. Ça me donne mon 3. Excellent. Donc, comme d'habitude, on a différents exercices qui sont à faire à l'intérieur de la série du cours aujourd'hui. Les différents solutionnaires sont disponibles sur le site de cours. Là, ce qu'on va regarder, c'est la prémisse du travail pratique. Donc, c'est quoi la problématique qu'on veut aller travailler? Puis, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant derrière cette problématique-là? Donc, on a ici deux éléments mathématiques qu'on veut essayer d'aller reprouver. Donc, c'est des éléments mathématiques qui ont été trouvés par un mathématicien qui s'appelait Capricar. Donc, ce mathématicien-là, il a trouvé deux phénomènes mathématiques intéressants. Puis, il a décidé de donner son nom à cette affaire-là. Fait que c'est... c'est quoi son nom? Dattatreya Ramchandra Capricar. OK? Il est-tu... Ouais, il est mort. 1986. OK? Fait que mathématicien du 20e siècle a réussi à trouver que le nombre 6174 était vraiment intéressant. Pourquoi est-ce qu'il est vraiment intéressant? Pour les raisons suivantes. C'est que si j'applique une formule mathématique, je vais toujours arriver à ce nombre-là. C'est quoi la formule mathématique? C'est la suivante. Donc, je prends n'importe quel chiffre, je prends n'importe quel nombre de 4 chiffres. Puis, il faut au moins qu'il y ait deux chiffres différents quelque part. Là. Fait que j'ai pas le droit d'avoir genre 1, 1, 1, 1 ou 2, 2, 2, 2 ou 3, 3, 3, 3. Okay? Tant qu'il y a au moins deux chiffres différents, ça marche. Après ça, je vais prendre ce nombre-là, puis je vais créer deux nombres avec les mêmes chiffres, un en ordre croissant, un en ordre décroissant. OK? Fait que ici, si j'ai comme exemple le premier chiffre, 3524, hein? Fait que je vais être capable de créer deux chiffres avec. Un qui est 5432, puis un qui est 2345. Hein? Parce que je prends les mêmes chiffres, mais je les mets en ordre décroissant, puis en ordre croissant. Fait que je prends ces deux chiffres-là, puis je les soustrais ensemble. Donc le plus grand moins le plus petit. Puis ça va me donner un nouveau chiffre. OK, donc ici, j'ai l'exemple ici, là, 3524, hein, fait que ça donne 5432, 2345, hein, 5432, puis 2345, c'est les mêmes chiffres, mais en ordre croissant puis décroissant. Je soustrais ça, ça me donne 3087. Puis là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais réappliquer la même formule, puis que j'aie choisi n'importe quel nombre, je vais toujours arriver à 6174. Donc, si j'ai l'exemple ici, j'ai 8730, hein, encore le 3087, puis 0378, hein, donc tous les chiffres en ordre décroissant, tous les chiffres en ordre croissant. Ça me donne 8352. Je reprends ces chiffres-là, j'y mets dans les deux ordres, j'ai soustrait, puis ça me donne 6174. Puis quand je le fais sur 6174, ça me redonne 6174. Fait que je suis pogné là, ad vitam aeternam. Fait que nous, ce qu'on veut faire, c'est un programme qui va être capable de prouver ça de manière empirique. Okay? Donc, on n'est pas des mathématiciens. Okay? En tout cas, moi, je ne suis pas un mathématicien, je suis un informaticien. Fait que je ne suis pas capable de prouver ça de manière mathématique. Fait que je suis capable de le prouver de manière empirique en essayant toutes les combinaisons possibles, puis en prouvant si ça marche ou pas, si ça tombe toujours sur 6174. Non seulement ça, mais c'est mentionné, me semble, que ça va prendre au maximum 7 itérations pour se rendre. OK? Fait que tu n'auras jamais besoin de faire l'algorithme plus que 7 fois
pour être capable de te rendre à 6174. Fait que nous autres, on veut créer un programme qui va être capable de tester, voir est-ce que ça se donne correctement. Fait que j'ai un programme ici, OK? Le programme final, je rentre un nombre quelconque, puis lui va me donner les résultats de chaque itération jusqu'à temps que je me rende à la constante de Capricorn. Fait que pour nous aider à faire ce programme-là, on vous demande de faire une fonction spécifique qui va être capable de trouver juste la prochaine itération de notre algorithme. OK? Donc, d'être capable de faire un tour de l'itération, je me fais une fonction pour ça, puis après ça, je me crée un petit programme qui est dans une autre fonction, là, qui va me permettre de trouver toutes les itérations pour me rendre jusqu'à 6174. Fait que ça, c'est notre première problématique. Deuxième problématique, fait que ça, c'était la constante de Capricorn. On a le nombre de Capricorn, parce que la constante, c'était pas assez. Fait que le nombre de Capricorn, c'est un autre phénomène intéressant qui dicte... Bon, il y a la preuve mathématique, là, c'est pas exactement ça que je veux rechercher. Ici... Ouais. Fait que le principe, si on regarde mon petit exemple ici, c'est pour que... Fait que il y a certains nombres qui peuvent être des nombres de Capricorn, puis certains nombres qui ne peuvent pas être des nombres de Capricorn. Pour savoir si on peut avoir quelque chose qui est un nombre de Capricorn ou pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le nombre initial que je veux tester. Je vais trouver le carré de ce nombre-là. OK? Fait que, mettons, ici, j'ai l'exemple de 45. 45, si je le mets au carré, ça me donne 2025. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le nombre en deux parties. OK? Une partie de gauche, puis une partie de droite. Puis je vais les additionner ensemble. Puis si en les additionnant ensemble, ça me donne le même nombre que le nombre initial, c'est un nombre de Capricorn. Fait que, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut être capable de dire est-ce qu'un nombre est un nombre de Capricorn? C'est quoi un nombre de Capricorn? C'est si je prends le nombre initial, je le mets au carré, ça me donne une valeur quelconque. Si je divise ce nombre-là en deux parties, puis que j'additionne ces deux parties-là, est-ce que ça me donne le même nombre que le nombre initial? Si on regarde ici, dans la description des nombres de Capricorn, j'ai un petit lien qui a la liste des valeurs intéressantes qui peuvent être des nombres de Capricorn. OK, fait que vous pouvez l'utiliser quand vous allez faire vos différents tests, voir est-ce que ça fonctionne avec ces valeurs-là et aucune autre. Fait qu'on peut voir ici, on a ici un exemple qui va indiquer, OK, donc on va avoir un programme qui me permet de savoir est-ce que c'est un nombre de Capricorn, puis on va avoir un programme principal qui va être capable de m'afficher, mettons, les 15 premières valeurs de Capricorn, OK, en ordre. Fait que pour nous aider dans ces différents programmes-là, je vous demande d'écrire une petite librairie parce que on voit ici qu'il faut comme diviser les différents chiffres, être capable de trouver quels chiffres sont dans quel ordre, OK? Fait que on va se trouver une petite... on veut se créer une petite fonction, une librairie qui va avoir des fonctions qui va me permettre de transformer des nombres en tableaux de chiffres. OK? Fait que si, mettons, je donne 45, ça me donne un tableau de 4 et 5. Puis je vais être capable de faire l'inverse. Donc, je vais être capable de prendre un tableau de chiffres, puis le reconstruire en nombres. Fait que vous pouvez commencer avec cette petite librairie-là. Ça va vous aider ensuite dans la gestion de vos différentes autres fonctions à faire.
Fait que pour, encore une fois, vous aider sur le site de cours, pour vous aider avec la structure qu'on s'attend, j'ai mis un exemple de départ où c'est que j'ai les différentes fonctions décrites, mais l'entête n'est pas bon. Là. Donc, les paramètres d'entrée, c'est pas les bons. Il n'y a pas de retour qui est correct. Là. Mais la structure, okay, avec les différentes fonctions dans notre programme. Puis, à partir de là, on a aussi un module à part avec les différentes fonctions qu'on a besoin. Donc ça, il faut que ça soit sous cette forme-là pour votre remise. Parfait. Fait que avant de s'en aller... Oui. C'est juste ce que vous avez expliqué. Est-ce que vous pouvez juste le refaire, s'il vous plaît, la dernière explication? Pour ce que vous avez dit, le projet? Oui, c'est ça. Exact. Fait que j'ai mis sur le site, okay, un lien qui... c'est l'exemple de départ TP1. Donc, si je regarde ici, avec le travail pratique, dans le travail pratique, on te demande de faire un programme, premièrement, un module qui va avoir 2 fonctions. Fait qu'à l'intérieur, moi, j'ai déjà mis un deuxième fichier qui est le module avec les 2 fonctions. Donc, à partir de là, toi, tu vas vouloir changer l'entête ici pour que ce soit la bonne chose, mettre le bon code qui va faire la bonne chose ici. Puis, on a aussi le fichier principal qui va contenir les différentes fonctions qu'on peut, qu'il va falloir créer. Hein, donc, un pour le programme principal de 4.2, une pour la fonction qui vient avec. Okay, donc ici, on a le 4.2, la constante de Capricorne, un qui vient avec la fonction qui vient avec. Encore une fois, les entêtes ne sont pas gérées. Donc, Maxime demande comment on va faire les équipes. J'arrive à ça dans quelques instants. Donc, on a ici ensuite... OK, ouais, fait que on a les différentes fonctions. On a ensuite le deuxième programme principal, le 4.3, qui est défini ici. Puis on a la fonction qui vient avec, qui est définie en dessous. Donc à partir de là, c'est les mêmes informations qu'on avait dans les énoncés. C'est juste une version plus large, là. Donc ces fonctions-là, on dit, ça prend comme paramètre une information, ça renvoie à une autre information, puis ici on a une description plus large de qu'est-ce que on est supposé avoir comme résultat. Est-ce que ça répond à ta question sur une double explication de... Oui, merci infiniment. Excellent. Donc, pour les différentes équipes, laissez-moi un instant. Donc, évidemment, si vous connaissez déjà du monde, parlez-vous entre vous autres, choisissez une équipe. C'est des équipes de 2 à 3 personnes. Sinon, ce que je vais vous présenter, c'est un petit document. Comme ça. Donnez-moi juste un petit instant. OK, fait que n'importe qui va avoir ça, va être capable de se faire des équipes. Donnez-moi un instant. Comme ça. Je pense que je me suis rendu à 40. Je suis en train de vous faire un petit affaire. Comme ça.
Fait que pour le monde qui ne savent pas avec qui se mettre, qui sont prêts à se mettre avec du monde random, donc je vous mets dans le chat un lien qui va vous permettre d'aller dans un Google Docs, OK, dans lequel vous allez pouvoir écrire vos noms puis vos différents courriels. OK? Donc, vous pouvez soit chatter ici, dire qui c'est qui a besoin de monde, qui c'est qui veut quoi. Donc, mettez-vous pas toutes dans l'équipe 1, là, parce que sinon, vous allez commencer à dire des choses. Mais une fois qu'il y a quelqu'un qui a écrit un nom quelque part, on peut commencer à travailler. Une fois que l'équipe s'est regroupée, vous envoyez des courriels, vous faites connaissance. Puis, à partir de là, vous allez pouvoir travailler puis aller sélectionner l'équipe à l'intérieur. Fait que y a-t-il quelqu'un qui veut se lancer puis mettre son nom puis son courriel dans une des équipes quelconque ou juste le courriel, I guess, je sais pas si voir que ça marche. Est-ce que vous êtes capable de modifier le document? S'il y a quelqu'un qui pourrait me confirmer qu'on peut modifier le document, moi je serais vraiment content. Hey! Excellent! Je vois qu'il y a du monde qui semble capable. Ici, si vous n'êtes pas capable, essayez peut-être de sélectionner une autre cellule. Sûrement que s'il y a plusieurs personnes qui sont en train de modifier la même cellule, ça ne marchera pas. Donc, je vois des cellules qui sont en gris. Fait que je vois du monde. Essayez de vous mettre avec du monde qui commence à faire les équipes. Hein? Ça serait utile, sûrement. Il y a du monde qui doit aller dans la colonne 2, là, pas juste dans la colonne 1. Là. Fait que je vous laisse regarder ça pendant quelques instants. Je vais laisser un petit 5 minutes. Je vais aller aux toilettes pendant ce temps-là. Puis je reviens dans 5 minutes. Si vous avez réussi à écrire votre nom, n'oubliez pas, c'est pas juste dans la colonne 1 qu'il faut l'écrire. Sinon, ça ne fait pas des équipes. Hein? Donc, écrivez des choses dans les autres colonnes pour être capable de travailler ensemble. Moi, je reviens dans quelques minutes.